La deuxième partie du TD numéro 3 d'optique géométrique est consacrée à quelques exercices sur le dioptre-plan. Exercice numéro 3. Un pêcheur aperçoit un poisson situé à D1 égale 1 mètre sur la surface de l'eau d'indice n égale 4 tiers sur la même verticale, et on considère que ses yeux sont à une distance D2 de 1,4 mètre au-dessus de l'eau. Première question, à quelle distance h le pêcheur voit-il le poisson? Alors on vous propose 4 réponses et on doit mener donc un raisonnement scientifique basé sur les connaissances que vous avez vues dans le cours pour répondre ou pour trouver la bonne réponse. Alors d'abord, avant de mener un calcul analytique, faisons une construction géométrique pour avoir les idées un petit peu précises et appliquer quelques règles que nous connaissons déjà. Alors, nous avons un dioptre-plan qui sépare l'air et l'eau. Le poisson est représenté par le point A et l'observateur, il est représenté par son œil à une hauteur qui a une hauteur D2. Le poisson est réellement à une distance D1 par rapport au dioptre. Comment est perçue donc l'image du poisson par l'observateur? Faisons une construction géométrique de l'image perçue par l'observateur. Pour avoir une image en optique géométrique, il nous faut un minimum de 2 rayons lumineux. Alors supposons, on va prendre, si vous voulez, 2 rayons lumineux. Le rayon lumineux, bien sûr, qui arrive normalement sur la surface de séparation, sur le dioptre-plan, il n'est pas réfracté, son incidence est nulle, et un rayon quelconque qui tombe sur la surface de l'eau. On a un point I par exemple ici. Alors il arrive avec une incidence I1 et il est réfracté avec une incidence I2. Alors I2 est supérieur à I1 du fait que l'indice de l'air est inférieur à l'indice de l'eau. Ça c'est la loi de réfraction, la loi de Descartes. Donc si je prends le prolongement du rayon réfracté et son intersection avec le rayon incident, j'obtiens l'image A' du point A. Donc l'observateur voit le poisson en A' qui est réellement en A. Appliquons maintenant la relation de conjugaison pour trouver justement la hauteur entre l'œil, ou la distance entre l'œil et l'image, entre l'œil de l'observateur et l'image du poisson, et le point A'. Alors le poisson, il est dans un milieu d'indice n, donc HA sur n, HA sur n égale HA' sur 1, parce que l'image est perçue par un observateur qui est dans l'air, ce qui nous donne A'H égale D1 sur n, avec les notations du schéma ci-contre. Donc si je veux calculer cette distance h, c'est la somme de A'H, cette quantité-là que je viens de calculer, c'est D1 sur n, plus D2. Et donc finalement, je trouve ND2 plus D1 sur n. Si je compare avec les réponses ou avec les réponses proposées, je vois que la bonne réponse correspond à la formule 3. Quelle est la valeur numérique de cette hauteur-là? Donc, je fais une application numérique avec la bonne réponse, avec n égale 4 tiers, D2 égale 1,4, D1 égale 1, et je trouve 2,14 mètres. Donc, cette distance, œil A', elle est égale à 2,14 mètres. Deuxième question,
à quelle distance H' de l'œil du poisson, cette fois-ci, se trouve l'image du pêcheur? Alors nous allons changer de sens. Tout à l'heure on avait un sens du bas vers le haut, maintenant on va prendre un sens du haut vers le bas. Et on va inverser, si vous voulez, pour garder les mêmes notations, on va les inverser. On inverse les positions. A maintenant désigne le pêcheur. Voilà la position du pêcheur réellement, A. Et ici, l'œil désigne le poisson. Alors, de la même manière, puisque c'est le poisson qui est en train de regarder l'observateur, le pêcheur, donc je vais considérer deux rayons. Un rayon qui arrive de l'observateur du pêcheur, pardon, vers l'œil, de manière normalement vers l'œil du poisson, il n'est pas dévié, mais un rayon quelconque qui tombe sur un point quelconque de dioptre, il est réfracté de telle sorte que l'angle d'incidence est plus petit que l'angle de réfraction, puisque l'indice de l'eau est supérieur à l'indice de l'air, et le prolongement de ce rayon réfracté me donne, avec l'intersection avec le rayon normal, il me donne le point A'. Donc voilà l'image A' que voit, si vous voulez, le poisson à travers l'eau, à travers ce dioptre OR. Alors appliquons la relation de conjugaison, comme tout à l'heure, mais en respectant bien sûr l'inversion qu'on vient de faire. Donc j'ai AH, maintenant l'objet il est dans l'air, AH sur 1 égale A'H sur N. Avec AH égale à D2, donc A'H égale N D2. Donc j'ai l'expression de A'H. Si je veux calculer la hauteur H' entre l'œil du poisson et l'image du pêcheur vue par le poisson, il suffit que j'ajoute, si vous voulez, ce terme-là à ce terme-là. C'est-à-dire H' égale A'H plus D1 égale ND2 plus D1. L'application numérique avec les valeurs numériques de l'exercice me donne un H' égale 2,86 mètres. Troisième question, à quelle profondeur D' doit se trouver réellement le poisson pour que l'image vue par le pêcheur soit décalée de x égale 15 cm par rapport à sa position réelle? On revient donc à la situation de la première question, c'est le pêcheur qui est en train d'observer donc le poisson. Donc on propose 4 réponses et on doit chercher donc la bonne avec le même raisonnement que celui mené à la première question. Donc on reprend notre sens du haut vers le bas. On reprend donc les relations de la première question en remplaçant tout simplement D1 par D'. Donc l'image vue par le pêcheur est telle que HA' sur 1 égale HA sur N, ce qui nous donne NH A' égale HA égale D'. Or, HA', je peux l'écrire comme HA moins A'A, relation de Charles, égale D' moins X, bien sûr, avec A'A', c'est le décalage entre la position réelle et l'image perçue par le pêcheur, que j'appelle X. D'où, à partir de cette relation, j'ai N, facteur de D' moins X, égale à D'. Et je tire D' de cette relation, D' égale Nx sur N-1. Si je compare aux réponses proposées, je constate qu'il s'agit tout simplement de la formule 3. Faisons une application numérique de cette distance D' avec x égale à 15 cm. Donc le décalage, donc si je remplace x par 15 cm et n par 4 tiers, je trouve un D' égal à 0,6 mètres. Exercice numéro 4. Dans cet exercice, il sera question d'une association de lames en face parallèle. Un observateur placé dans l'air, d'indice prix égal à 1, regarde à travers un bloc de verre
d'épaisseur E et d'indice n égale racine de 2. Il regarde donc un poisson dans un aquarium nageant dans de l'eau d'indice n égale 4 tiers. Soit A un élément ponctuel du poisson tel que c'est illustré sur la figure ci-dessous. Première question, faire une construction géométrique précisant la position de l'image A' de A perçue par l'œil de l'observateur à travers la succession des dioptres plans O vers et ensuite vers R. Alors, on vous demande donc de choisir entre deux schémas qu'on vous propose après avoir vérifié bien sûr laquelle est la bonne. Alors, examinons par exemple le schéma de droite, le schéma 2. Alors, le principe, bien sûr, de l'obtention d'une image du poisson à travers un dioptre est le même que celui de l'exercice précédent, à savoir, il me faut deux rayons pour pouvoir déterminer donc l'image du point A. Donc, je vais prendre le rayon incident, si vous voulez, normal au dioptre plan et un rayon quelconque qui tombe sur un point quelconque de dioptre, point I par exemple. Alors, examinons et vérifions si la marche des rayons telle que c'est présenté, elle est correcte. Est-ce qu'elle vérifie les lois de Descartes telles que nous les connaissons? Alors, si je considère donc l'incident AI, il est réfracté au point I et il me donne le rayon II'. Alors, je remarque que le rayon réfracté s'écarte de la normale, à savoir que I2 est supérieur à I1, alors que l'indice N1, égale racine de 2, est supérieur à l'indice 4, ce qui est contraire, si vous voulez, à la loi de Descartes. Donc, manifestement, ce n'est pas le bon schéma. Examinons le schéma 2. Alors, un rayon qui arrive du point A et tombe sur le dioptre O vert, il s'approche cette fois-ci de la normale, ce qui est conforme avec un indice supérieur ici, l'indice de vert supérieur à l'indice de l'eau. Ensuite, en se réfractant au point I' qui est situé sur le dioptre vers R, il s'écarte de la normale, donc l'angle augmente ici, ce qui est conforme aux lois de Descartes. Donc la bonne réponse est donnée par le schéma numéro 1. Deuxième question. On se place dans les conditions de Gauss et on prend comme sens positif celui du bas vers le haut. Calculez l'angle d'émergence I3, sachant que l'angle d'incidence est I égale à 10 degrés. On applique directement, c'est une question directe, on applique la loi de Snell-Descartes aux différents points d'incidence. Alors, au point I, nous avons N sinus I1 égale N1 sinus I2, et au point E', c'est N1 sinus I2 égale 1 sinus I3. Les angles étant petits, donc on peut faire l'approximation suivante, ça veut dire que sinus de l'angle est l'angle lui-même. Donc, nous avons donc les équations, la loi de Descartes se simplifie, donc j'ai N I1 égale N1 I2 et N1 I2 égale I3, ce qui nous donne N I1 égale I3 et ça me permet de calculer I3 qui est égal à 4 tiers fois 10 degrés, donc ça me donne 13,33. Donc l'angle I3 est de l'ordre de 13 degrés. Deuxième question de la question numéro 2. Déterminer la position de l'image A' de A à travers la succession des dioptres plans O vers R. Donc l'image définitive, l'image perçue par l'œil de l'observateur qui en a pris. Pour cela, nous allons appliquer les relations de conjugaison pour chaque dioptre. Alors, si je considère que A1 est le conjugué de A à travers le dioptre O vert, donc la relation de conjugaison s'écrit comme ceci, HA sur N égale H
A1 sur N1. Et si je considère que A', l'image définitive, c'est l'image de l'objet A1 qui est l'image intermédiaire, à travers le dioptre vers R, la relation de conjugaison s'écrit comme ceci, H'A' sur 1 égale H'A1 sur N1. C'est la relation que j'appelle 2. À partir de la relation 2, H'A' sur 1 qui est égal à H'A1 sur N1, je vais remplacer, ou plutôt développer cette expression H'A1 à l'aide de la loi de Charles, en gardant le même dénominateur, donc c'est égal à H' plus HA sur N1, et je vais remplacer HA1 sur N1 à partir de la relation 1 par HA sur N. Donc, H'A' égale HA sur N plus H'H sur N1, sachant que H' égale à E, donc H'H égale à moins E, donc j'ai le deuxième terme, c'est moins E sur N1. Et donc finalement, H'A' égale HA sur N moins E sur N1. Et si je compare aux réponses proposées, je vois c'est exactement la formule numéro 2 qui est la bonne. Deuxième question. À quelle profondeur voit-on le poisson s'il est réellement à 2 mètres en dessous de l'eau, sachant que l'épaisseur du bloc de verre est égale à 10 cm. Autrement dit, calculons l'expression H'A'. H'A' donc, cette expression, je viens de la calculer comme réponse à la question précédente, H'A' égale HA sur N moins E sur N. Donc, il suffit que je fasse l'application numérique avec HA en respectant le sens du bas vers le haut, donc HA égale moins 2 mètres. Donc H'A' qui est égal à HA sur N moins E sur N égale moins 2 sur 1,33 moins 0,1 sur racine de 2. Donc c'est égal à moins 1,57 mètres. Troisième question, conclure si le poisson semble plus proche ou plus loin de la surface de l'eau pour l'observateur. Évidemment, la bonne réponse est la réponse 1. Le poisson semble plus proche de la surface de l'eau. En effet, H'A' égale moins 1,57, alors que normalement que HA égale à moins 2 mètres. Normalement, la distance réelle H'A' est plus, ça dépasse les 2 mètres. Exercice numéro 5. Alors, il s'agit d'une association non parallèle de dioptres plans. C'est l'étude du prisme. On considère un prisme rectangle en A qui reçoit donc dans le plan de section principal un rayon qui arrive sur la face AB sous l'incidence I au-dessus de la normale tel qu'on le voit sur cette figure. Quelle est la condition pour qu'il y ait réflexion totale au point J? Réflexion totale sur la face BC au point J. On vous propose 4 réponses et il va falloir donc choisir la bonne. Alors là aussi, c'est une question directe, on va appliquer les relations de Descartes et la condition de réflexion totale sur un dioptre, si vous voulez, qui sépare deux milieux transparents tels que le milieu 2 est plus réfringent que le milieu, et moins réfringent que le milieu 1. Alors au point I, nous avons sinus I égale n sinus R, et au point J, nous avons n sinus bêta égale 1 sinus I', par exemple. I', c'est l'angle d'émergence du dioptre à travers, si vous voulez, ce dioptre plan BC, entre le verre du prisme et l'air. Bêta étant donc l'angle que fait l'incident IJ par rapport à la normale à la face BC.
Donc la condition limite pour l'angle de réfraction est définie par I' égale pi sur 2. Si I' égale à pi sur 2, bien sûr c'est l'angle réfraction, la limite, si vous voulez, l'angle de réfraction limite. Alors dans ce cas-là, n sinus bêta égale à 1. Par conséquent, pour qu'il y ait réflexion totale, il faut que sinus bêta soit supérieur ou égal à 1. Donc la bonne réponse est donnée par la formule numéro 4, c'est-à-dire celle-là. Deuxième question. Sachant que l'angle de réfraction sur la face AB est noté R, trouvez la relation liant les angles gamma, bêta et R. Donc la relation est donnée par, et je dois chercher, ou dois choisir parmi ces 4 réponses proposées. Alors la réponse est simple. Si R est l'angle de réfraction au point I, à ce niveau-là, bêta, l'angle d'incidence au point J, cet angle-là, pour le triangle BIJ, ce triangle-là, BIJ, la somme des angles est égale à pi. Ces angles sont gamma, pi sur 2 moins R, et pi sur 2 moins bêta. Donc la somme des angles, ça doit être égal à pi, ce qui me donne gamma égale bêta plus R. Donc la bonne réponse est évidemment la relation 2, la formule 2. Troisième question. Trouvez la condition liant les angles I, gamma et l'indice N pour qu'il y ait réflexion totale sur BC. Alors, nous savons qu'on vient de montrer que la condition de réflexion totale sur la face BC, c'est que sinus bêta doit être supérieur ou égal à 1 sur N. Or, la relation entre bêta, gamma, R, c'est cette relation-là, donc bêta égale gamma moins R. Donc sinus gamma moins R est supérieur ou égal à 1 sur N me permet d'écrire cette relation-là. Je développe la fonction, c'est une relation trigonométrique bien connue. Donc sinus gamma cosinus R, moins sinus R cosinus gamma supérieur ou égal à 1 sur N. Je vais remplacer cosinus R par 1 par racine de 1 moins sinus carré R. Donc sinus gamma racine de 1 moins sinus carré R égale moins sinus R cosinus gamma supérieur ou égal à 1. Je vais multiplier le tout par n ici, donc je vais avoir 1 ici, et ça me donne cette relation-là. Sinus gamma racine de n carré moins sinus carré i. Ici, je vais avoir n sinus r, et n sinus r n'est autre que sinus i. Donc la bonne relation, si vous voulez, la bonne réponse est donnée par la formule numéro 3 que vous voyez ici en rouge. Quatrième question. Petit a, calculer la déviation D en fonction de l'angle d'incidence I, l'angle et l'angle de réfraction, l'angle d'émergence, si vous voulez, du prisme R'. Alors, on vous donne 4 réponses, D égale I plus R' plus pi sur 2, etc. Nous avons donc 4 relations. Alors, ici aussi, c'est une analyse géométrique très simple. Alors le rayon incident, bon, je complète un petit peu le schéma, le rayon incident et le prolongement du rayon incident, voilà, et puis le rayon émergent. Donc la déviation n'est autre que l'angle entre le prolongement du rayon incident et le rayon émergent. Donc c'est ça l'angle T. Alors je constate qu'il est formé de 3 angles. L'angle D1, la première déviation, c'est-à-dire lorsque le rayon est réfracté au point I. Deuxième déviation, lorsque le rayon est réfléchi totalement au point J, et une dernière déviation lorsqu'il est réfracté au point K. Cette déviation et cette déviation sont dans le même sens, mais cette déviation est dans le sens opposé. Donc D égale D1 plus D2 plus D3, donc c'est la somme de 3 déviations. Avec la première déviation, ce n'est autre que I moins R. La deuxième déviation, c'est tout simplement pi moins 2 bêta. Et puis, la troisième déviation, avec un signe moins bien sûr, parce que c'est tout simplement R' moins alpha, moins l'angle alpha. Alors, je vais exploiter la géométrie du prisme. Dans le triangle BIJ,
nous avons déjà montré que la relation entre alpha, bêta et R, c'est gamma égale bêta plus R, donc bêta égale gamma moins R. Dans le triangle JKC, dans ce triangle-là, JKC, j'ai cet angle-là qui est pi sur 2 moins bêta, plus cet angle-là qui est pi sur 2 plus alpha, plus delta, ça est égal à pi. Ça me permet de trouver bêta égale alpha plus delta. Et dans le triangle ABC, dans le triangle, c'est-à-dire le triangle représentant la section du prisme, et bien cet angle, puisque cet angle est un angle droit, cet angle plus cet angle égale pi sur 2. Donc alpha plus gamma égale pi sur 2. Bien. Comme D égale D1 plus D2 plus D3, c'est-à-dire I moins R plus pi moins 2 bêta moins R' moins alpha, à partir des relations 1 et 2, j'ai 2 bêta qui est égal à alpha plus delta plus gamma moins R. Or, delta plus gamma n'est autre que pi sur 2 à partir de la relation 3. Donc, si vous voulez, les 2 bêta, c'est égal à pi sur 2 plus alpha moins R. Et pi moins 2 bêta, je prends pi moins 2 bêta moins cette quantité-là, c'est tout simplement pi sur 2 moins alpha plus R. Ce qui donne, donc je vais sommer les différentes déviations, I moins R plus pi sur 2 moins alpha plus R moins R' moins alpha. Alors ça me donne I moins R plus pi sur 2 moins alpha plus R moins R' plus alpha. Oui, ici j'ai moins alpha plus alpha, j'ai moins R plus R, donc ce qui reste est D égale I plus pi sur 2 moins R'. Donc la déviation est donnée par la formule numéro 3. Voilà. I moins R' plus pi sur 2 ou I plus pi sur 2 moins R'. Quatrième question, petit b. Dans quelles conditions on peut rendre plutôt la déviation D égale à pi sur 2? Alors, on donne 3 propositions et en sachant que D égale I plus pi sur 2 moins R, donc cette déviation égale à pi sur 2 si I égale à moins R. Donc c'est la relation 2 qui est la bonne. Merci de votre attention.